Salut à tous, bienvenue dans un nouvel épisode du podcast. Encore aujourd'hui, on va parler de vélo. Je sais pas pourquoi, tout tourne autour du vélo. Quand c'est pas des aventuriers à vélo, quand c'est pas des riders de BMX ou de VTT slopestyle comme on a eu par le passé, ce sont des speakers / riders / plein d'autres choses. Car mon invité aujourd'hui, c'est Thomas Debatisse, also known as TDB. L'un des personnages les plus emblématiques de la scène BMX française. J'ai la chance de faire partie de ses amis. Et donc, il a accepté de venir aujourd'hui sans rétribution financière. Merci à toi. Bonjour TDB, ça va bien ? Salut Bruno, comment ça va ? Moi ça va. L'une de tes particularités quand tu fais un show, c'est de te moquer des gens, notamment de tes potes que tu vois. Quand tu speaks, et parfois de leur jeter un micro entre les bras quand ils ne s'y attendent pas, avec parfois des résultats, souvent même des résultats lamentables. Je suis le premier touché par ce phénomène, et je suis très heureux de te voir tellement mal à l'aise là plaisir. dans ce podcast. Alors on va parler plein de choses pendant ce podcast, on va parler BMX au sens large, on va te présenter, on va parler de tes activités, car tu es pas que du speak, tu as aussi une activité d'artiste, graffeur, peintre que j'aime beaucoup. Donc on va en parler parce que c'est intéressant toujours et puis jeter sous la main. Et on parlera également d'un petit projet qu'on a tous les deux. Et on est censé, en fait ça fait 48 heures qu'on ne se quitte pas, on est censé faire une réunion sur ce projet. On n'y arrive pas, donc on va la faire pendant le podcast tout à l'heure. Ça marche. Alors première chose, on me dit de toi que tu es le meilleur rider speaker de France, que tu fais... Flair whip. Non. Flip whip. Flip whip. Ouais, flip whip, c'est pas. Tu fais quoi ? Tu fais un flair. Je fais des flairs tout simplement. Flair, oppo flair. Bon, t'as un petit niveau de riding. Est-ce que c'est important quand tu speaks des événements de sport extrême, de BMX en l'occurrence, de savoir faire ? Est-ce que ça aide ? Je pense pas que ça aide en particulier, c'est juste que moi ça me permet d'avoir un vrai lien avec ça parce que surtout notamment avec les amateurs, j'adore voir les amateurs se dépasser et profiter en fait d'un contest pour se dépasser, pour rentrer leur premier backflip, leur premier flair, et moi je me mets à leur place. Je me souviens de quand j'ai moi-même tenté les figures pour la première fois, j'étais stressé. Et à l'époque, le speaker de l'époque, c'était souvent Olivier Durieux, le Nachu. Et lui savait faire cette figure, donc il me poussait, il venait me conseiller. D'ailleurs, il a conseillé absolument tout le monde sur tous les contests sur le flair. Et donc du coup, maintenant, quand je suis sur un contest, que je vois un petit jeune qui a envie d'essayer son premier flair en contest, j'hésite pas à aller lui filer un coup de main, à l'aider, même si c'est peut-être complètement décalé, peut-être complètement inutile. Mais voilà. J'ai ce rapport-là, en fait. C'est amusant de commenter les amateurs et tout. Ça Sachant que, genre, sur des défis, tu vas en avoir beaucoup. Et tu as des one foot. Bah, ça dépend, en fait. C'est pas une grosse variété, forcément, de figures. Alors, quand d'un côté, tu vas faire des Logan Martin, où t'as 5 minutes de speak pour juste une figure, parce qu'il enchaîne plusieurs tricks. Ça, c'est le côté ultime, voilà, c'est une extrémité, et l'autre extrémité qui est un enchaînement de petits gars. Ça fait partie du job, c'est un sacerdoce, et pour pouvoir un jour commenter des Logan Martin, il faut commencer par commenter des Logan Martin qui débutent et qui sont pas forcément très doués, mais en tout cas les pousser et les encourager. Bah, ça dépend, en fait, comme tu l'as dit, sur un FIS, on a tellement de riders à faire passer. Quand tu as le bon Johan Bertoneau qui vient te tendre le paquet de feuilles et qu'il y a genre 10 feuilles où c'est écrit en tout petit et que tu as des centaines de noms et que tu dois faire passer tout le monde, tu peux pas donner l'énergie que tu pourrais donner sur un contest local, sur une jam locale, tu vois. Donc forcément, c'est plus difficile parce que tout le monde a envie de participer au FIS de Montpellier. Donc on se retrouve avec des centaines d'amateurs et parfois des mecs qui savent juste pas rouler, qui ont commencé, pour certains c'est leur première compétition, ce qui est fou quand même. Et du coup forcément c'est pesant, c'est difficile parce que on a énormément à faire passer. T'es obligé d'économiser ta voix. Il faut savoir que sur le FIS on speak quasiment 10 heures par jour pendant 5 jours. Donc on est obligé de protéger notre voix un maximum pour que pendant la finale on puisse être à fond. Donc c'est difficile, c'est un moment où c'est compliqué, mais c'est peut-être le seul moment de l'année où c'est difficile comme ça. Parce que sur d'autres contests, d'autres jams, c'est déjà beaucoup plus détendu, donc on a un rapport beaucoup plus proche, beaucoup plus familial avec les riders.
les riders amateurs, ils nous connaissent déjà, ils sont contents que ce soit nous qui les speakions, ils sont contents que ce soit moi qui les speak. Donc je me donne à fond pour eux et c'est ce que j'aime justement, c'est parfois voir un petit jeune qui débute et essayer de l'encourager un maximum. Comme moi, on m'a encouragé un maximum quand j'étais rider. Tu vois, on retombe sur le lien que j'ai en tant que rider et en tant que speaker. C'est que je me souviens que quand je faisais des contests, un speaker qui s'en foutait de moi, ça me faisait vraiment de la peine et ça me tirait vers le bas un petit peu. Alors qu'un speaker qui était là et qui me soutenait, bah, ça me donnait vraiment envie de me dépasser. Et à la fin, j'avais vraiment eu le sentiment d'avoir fait un run génial, même si c'était un run pourri. Donc voilà, je me souviens de ça et je me dis, ok... quand j'ai le temps de le faire, bah, j'essaie de donner la même énergie que pour n'importe qui. Puis j'essaie d'expliquer aussi aux gens que parfois, ce qu'il est en train de faire, c'est pas facile pour un mec qui débute le BMX, quoi. C'est un peu le problème de nos sports d'ailleurs, c'est qu'ils ont l'air faciles quand les pros le font, alors que c'est excessivement dur. Et quand tu speaks, donc surtout du BMX Freestyle Park, est-ce que tu regrettes pas peut-être de pas pouvoir avoir la même proximité ou le même jeu avec le public que par exemple quelqu'un comme Couette a en BMX flat où t'es limite sur les genoux du public et t'as un lien direct. Là, il y a quand même des règles plus rigides, la compétition, il y a un timing, c'est beaucoup plus serré, le public est beaucoup plus loin. Ça, c'est pas un peu frustrant ? Ton lien, il est plus en fait avec les riders qu'avec le public quand tu speaks. Alors le truc c'est que t'es obligé un peu de faire l'équilibriste, le funambule entre les deux. C'est vrai que si on revient sur le FIS Montpellier, sur les événements UCI, en fait ce qui a tout changé dans la démarche par rapport à avant, c'est qu'aujourd'hui c'est du live stream. Donc comme t'es en live, en fait le live régit absolument tout le procédé, tout le processus de l'événement. Donc t'es obligé d'attendre que la caméra soit sur les juges pour présenter les juges, t'es obligé d'attendre que on ait passé les replays avant de présenter le rider suivant, etc. Donc au final tu as tout le temps le même temps de présentation. On a un mec avec nous qui est là, qui nous tape sur l'épaule quand il faut envoyer, qui nous dit au contraire de meubler, etc. Donc c'est, en fait on n'est pas du tout libre sur un événement qui est présenté en live, que ce soit le FIS ou n'importe quel autre événement. C'est le live qui prévaut toujours. Vous êtes dans la diffusion, vous n'êtes pas dans l'événement live, dans la réalité. Exactement. Toi, tu connais bien ça, puisque en tant que journaliste, à l'oreillette. La télévision, effectivement. Exactement. Donc ça a tout changé. Ça a changé un petit peu le rapport au show. C'est vrai qu'avant, on pouvait peut-être pendant 5 minutes faire monter la pression pour un rider, on pouvait l'accueillir, on était plus libre. Ouais, aujourd'hui, ça a changé. Effectivement, c'est un peu dommage dans un sens. Puisque ça enlève, comme tu dis, de la proximité, ça enlève un peu de scénarisation, parce que au final avant c'était le speaker qui donnait le rythme, aujourd'hui c'est le live, donc oui, c'est un peu frustrant parfois, et puis c'est pour ça que c'est agréable de faire d'autres petits contests où tu as peut-être moins de public mais tu es plus proche de lui, et donc ouais, effectivement tu peux là te lâcher, tu peux dire ce que tu veux, prendre le temps que tu veux, c'est toi qui mènes la danse. Donc en fait, il faut faire les deux. C'est ça, c'est intéressant d'avoir à la fois le côté UCI et gros budget, et puis après d'être dans des petits events où tu peux vraiment encourager le rider et lui demander de recommencer, de recommencer au moins 5 fois pour que finalement il passe son trick et qu'il soit heureux. C'est là en fait que tu montes le spectacle en fait. Faut pas oublier que nos sports sont hyper visuels. Un sport extrême, c'est très visuel. C'est à la limite entre l'art et le sport. On en parlait un peu plus tôt aujourd'hui, cette notion de sport. Et donc, voilà, tu fais de l'art, tu fais de la performance. Et c'est intéressant justement t'as un public. T'as un public qui te regarde et c'est important de créer cette notion avec le public, ce rapport avec le public où t'as envie de dire, ok, ce mec-là, je le connais, je sais qu'il a essayé cette figure uniquement en bac à mousse présent, c'est aujourd'hui, c'est maintenant qu'il veut le lancer et tout, mais il a besoin de vous, il va falloir l'encourager. Donc t'arrives à monter comme ça et t'arrives à faire passer un bon moment aux gens, quoi. Faut garder ça en tête, le rapport avec le public et avec le rider. Faut que le rider soit soutenu par le public. Et que le public ait envie de soutenir le rider, quoi, qu'il ait ce rapport-là avec quelqu'un. C'est pour ça d'ailleurs que à chaque fois je fais un peu des vannes, je fais des private jokes, des trucs personnels pour que le public puisse rentrer dans l'histoire du rider et veuille le soutenir. Et c'est important pour toi ça de garder un lien humain en fait, que ça reste aussi à l'échelle terre à terre et pas que juste la performance. Ouais, carrément, surtout qu'aujourd'hui le BMX a tellement évolué, le niveau a tellement monté qu'on se retrouve avec
bon, j'allais dire le phénomène des machines, des mecs comme Logan Martin, on l'a dit précédemment, ou Justin Dowell, ou des mecs qui sont hyper carrés, c'est des athlètes, ils ont un programme dans leur tête, ils savent très bien quelle figure faire, quand, comment, pourquoi, c'est au millimètre près. C'est des machines, c'est des robots. On a interviewé Justin Dowell justement pendant la finale du FIS et machine froide. Machine froide, c'est ça, c'est que au final, qui gagne ou qui gagne pas, l'important pour lui c'est d'aller au bout de son programme. Et voilà, et c'est vrai que c'est intéressant d'avoir justement des vrais personnages. Tu vois, un mec comme Mark Webb, c'était ça, c'est un personnage, c'est quelqu'un qui arrive, qui débarque sur le parc. Tu sais que le mec il rock'n'roll, tu sais qu'il est là, qu'il peut péter un plomb à n'importe quel moment. Le public attend quelque chose, voilà. Et généralement il se passe quelque chose. Exactement, tu vois. Et c'est quelqu'un qui va dépasser ses limites. Kyle Baldock est comme ça aussi. Ouais. Alors malheureusement ça lui réussit pas. Puis de toute façon aujourd'hui ça va réussir de moins en moins, un peu tête brûlée quoi. Le BMX c'était un truc de cascadeur, de tête brûlée. Et aujourd'hui, ça l'est de moins en moins puisque les enjeux sont complètement différents. Aujourd'hui, les têtes brûlées vont aller sur le dirt et vraiment le parc, ça va être un truc d'athlète. Ouais. Malheureusement, tu vois, parce que moi, c'est ce que j'aime et ce que j'aimais dans le BMX. Mais les enjeux sont différents. Aujourd'hui, on vise les Jeux Olympiques. Tu vois, je m'attendais pas à en parler aussi rapidement, mais les enjeux sont pas les mêmes. Aujourd'hui, tu as un comité olympique qui a mis en place une épreuve olympique de BMX Freestyle Park. Donc derrière, les fédérations de cyclisme ont dû, dans chaque pays, se mettre à la page. Du coup, on parle de médailles. Les fédérations mettent de l'argent sur les riders. On crée des équipes, l'équipe de France, l'équipe de Hollande, l'équipe de Belgique, n'importe quelle équipe des États-Unis. Des maillots. Des maillots. Et donc, ils attendent des résultats, en fait, tout simplement. Donc, on diminue un maximum le facteur risque. Donc, on se retrouve avec des riders qui sont plus précis, plus lisses, où il y a moins de surprises. Ça n'en demeure pas moins que c'est incroyable à voir, mais pour construire une histoire, comme je l'ai dit tout à l'heure, et construire le rapport avec le public, c'est un peu moins facile. C'est quand même diversement apprécié, justement, cette modification du sport pour rentrer dans des critères plus conventionnels. JO, alors ça s'est vu dans le skateboard, de façon très creusée entre les anti et les pros. Dans le BMX, ça se passe comment ? Moi, je pense que c'est un peu pareil. Il y a des pour et des contre. Puis après, il y a beaucoup de gens qui acceptent les deux finalement. Je pense que c'est important, c'est très important et c'est très bénéfique à notre sport d'avoir cette couverture-là, d'avoir une couverture médiatique qui va être immense, d'avoir aujourd'hui des fédérations qui prennent enfin soin des riders là où l'industrie ne le fait pas, où les riders ont tous du mal à vivre de leur passion. Et même de leur métier. Complètement, oui. C'est plus une passion quand tu t'entraînes toute la journée, tous les jours. C'est obligé d'être une passion. Si tu veux en vivre, si tu arrives à un tel niveau, tu es obligé d'être un passionné forcené, tu vois. Et au final, aujourd'hui, si tu regardes bien, si tu arrives à avoir une fédération qui soutient 5-6 riders, c'est des 5 ou 6 riders qui n'avaient pas de sponsor, quoi, qui étaient, en tout cas qui étaient en galère, qui n'avaient pas de salaire de aucun sponsor, parce que le BMX n'est pas suffisamment médiatisé pour avoir des sponsors grand public, et l'industrie du BMX en elle-même n'est pas assez puissante, ou n'a pas assez de budget, ou alors en tout cas n'alloue pas le budget suffisant pour faire vivre des riders. Ça c'est mondial, aux États-Unis il y a quand même plus de... l'industrie est surtout là-bas, donc l'histoire est surtout là-bas, donc il y a quand même plus de budget, plus de sponsors. Bien sûr, totalement. Tu vois, t'as des riders comme... aujourd'hui des riders qui sont déplacés même vers le street. Tu penses notamment à Chad Curley... comme plein d'autres, de toute façon ils vivent confortablement du BMX, des sponsors, etc. Mais et après voilà, c'est devenu des riders médias comme tu peux retrouver dans le... Là tu viens. C'est devenu des riders médias qui sont au même rang que des influenceurs. Donc, mais comme tu peux trouver dans le surf, dans le snowboard, comme dans tous les grands sports de glisse en fait. Mais ça n'arrive pas en France, clairement pas. Donc aujourd'hui, ça n'arrive pas en France, ça n'arrivait pas en Équateur, ça n'arrivait pas au Costa Rica, ça n'arrivait qu'aux États-Unis, et encore ça arrive aux États-Unis si t'habitais à Los Angeles, quoi, ou à San Diego. Donc je veux dire, c'est quand même pas la fête non plus. Et voilà, aujourd'hui avec tout ça, avec l'arrivée des Jeux Olympiques, faut pas oublier que tu peux avoir des BMXeurs iraniens, tu peux avoir des Turcs, tu peux avoir des gens de partout dans le monde qui sont soutenus par une fédération et qui sont boursiers de ces fédérations
Les règles de qualification, c'est quoi là pour les JO? Tu les as en tête? Non, c'est un peu compliqué. Je suis pas du tout, le mieux renseigné pour répondre à cette question. C'est une question de points. On accumule des points. T'accumules des points pour te qualifier toi sur des plus gros événements. Donc notamment les événements C1, ce qu'ils appellent les C1, donc les championnats du monde. Voilà, tu peux aller partout. T'as des épreuves un peu partout. Le Phys Experience en fait partie. Du coup, tu y vas, mieux tu fais, plus tu as 2 points, plus tu te qualifies toi sur des plus gros événements, et à terme, tu qualifies ta nation. Voilà. C'est une question après de nation. Par exemple, si on prend le cas de la France, si Maxime Bringer, Isven Caillé et Anthony Jean-Jean, à chaque fois qu'ils marquent des points, ils marquent des points pour notre pays. Et après, ça va être au sélectionneur de choisir d'envoyer l'un de ces 3 riders représenter la France. Ce sera que 1? Je crois que c'est que 1 pour la France, peut-être pour l'Europe. C'est là où je suis vraiment pas bon. C'est une question piège, je t'avais pas prévenu. Non, mais de toute façon. Après, je t'avoue que ça me passe un peu au-dessus. C'est-à-dire que dans le sens où ces comptes-là, ces trucs-là, moi, je m'en fous, en fait, complètement. Voilà, tu vois, tu suis pas au JO? C'est pas prévu au Japon? Non, je bosse, je prends des cours de japonais, je regarde régulièrement GTO. Et c'est des bonnes bases. Tu devrais au Japon. On a mangé japonais hier. C'était très bon. Mais ouais, non, après, voilà, je suis pas vraiment au point sur ces règles-là. J'ai une notion vague de comment ça se passe. Mais après voilà, l'important, c'est que mes potes, puisque c'est mes potes, puissent vivre de leur passion, représentent la France. Et puis, s'ils vont aux Jeux Olympiques, ça sera vraiment génial. Donc, voilà, après, les comptes, les points, les machins. Je sais qu'il faut 50 points... minimum pour pouvoir espérer participer à un FIS World. Donc c'est la quête ultime de Maxime Orsini et de tous mes amis marseillais. Les bisous marseillais. Voilà, petite dédicace. Ça fait combien de temps que tu es dans le BMX, toi? Eh bien écoute, ça va faire... En fait, j'ai été toute ma vie dans le BMX. C'est-à-dire que depuis que je suis tout petit, donc moi je suis né en 86, donc j'ai commencé à faire du vélo vers peut-être les 6 ans, 7 ans, 8 ans, je me souviens même plus. Mais en fait, le premier vélo dont je me souviens qu'on m'ait offert, je me souviens plus à quel âge, c'était un Bicross, un vrai BMX avec les jantes à bâton, etc. BMX des années 80-90, tu vois. Ouais. C'est mon premier vélo. Et en fait, j'ai toujours adoré ce vélo-là. Et je savais même pas que c'était un BMX, un Bicross, j'en avais aucune idée. Et en fait, au fur et à mesure, quand j'ai grandi, tout le monde a acheté un VTT. Et moi, j'aimais pas la gueule de VTT. Je trouvais ça moche. Et je voulais garder un BMX, tu vois. Mais je savais même pas comment ça s'appelait. Moi, j'appelais ça un vélo sans vitesse, tu vois. D'accord. Et du coup... Poétique. Tu faisais pas de tricks, pas de... Ben, en fait, je faisais des tremplins. Mais, enfin, tu vois, j'avais 2 tricks incroyables à l'époque qui étaient le concours de dérapage. Il fallait que je fasse le dérapage le plus long contre mon voisin, Romain Campourcy, qui lui avait un VTT, mais je l'ai enfumé. Petit trou, plus facile. Ouais. Et puis freinage surpuissant. Et puis après, voilà, je mettais le fameux parpaing, la planche et puis le tremplin, quoi, tu vois. Et en fait, je faisais ça, j'ai fait ça jusqu'à mon entrée au collège, sans avoir aucune idée de ce qu'était un BMX ou quoi. Pour moi, c'était juste un vélo. Tu vois, un vélo comme un autre, sauf que c'était pas un VTT. Et concrètement, le BMX, donc ça démarre à quand? Ça démarre à mon entrée au collège. Et en fait, le premier jour de mon collège, je parle avec un mec et puis il me dit ouais, moi je fais du BMX et tout, je fais du vélo, du bicross. Je fais ah ouais, je crois que enfin moi aussi j'ai un vélo comme ça et tout, ouais, carrément, tu vois. Puis bon, voilà, t'es en 6ème, 5ème, tu commences à intégrer, etc. Et donc je dis ouais, bah moi aussi je fais ça et tout, puis on se retrouve et puis voilà, on commence à simplement être 2 mecs. Et ce mec là, c'était François Spina. Son grand frère Frédéric Spina était un des pionniers du BMX dans les années 80 vers chez moi à Nice, avec notamment la première big, une première verte rampe, ce qu'on appelait à l'époque des banks, voilà, une rampe à l'ancienne dans le jardin de ses parents, etc. Donc en fait un jour je me pointe chez lui et là je vois les premiers magazines Freestyling, Bicross Mag, tu vois, je vois des posters, je vois des trucs, et en fait je me prends toute la culture du BMX dans la gueule d'un coup, tu vois. Parce qu'en fait, son grand frère était un vrai BMXeur, et lui était un vrai BMXeur aussi, tu vois, il avait suivi. Et moi, je connaissais pas cette culture, et puis je suis rentré dedans, je me suis dit, ah ouais, mais en fait... Et là, si tu veux, ça a refait, dans mon cerveau, j'ai capté toutes les images que j'avais vues toute ma vie, tu vois, que je voyais des trucs à la télé, je me souviens, dans un lointain souvenir, avoir vu Rad,
Tu vois, Rad BMX Movie, c'était un film des années 80 où le héros, c'est un BMXer, tu vois, old school, etc. Puis je me souviens, je me dis, ouais, putain, la scène où le mec roule sur des rondins de bois, qui se fait poursuivre par un mec en moto, ou un film que j'adorais qui s'appelait Ninja Kids, dans lequel il y a une scène de BMX. Donc tu vois, moi j'avais capté que il y avait un truc en plus, tu vois, c'était pas juste un vélo sans vitesse, il y avait un truc en plus, tu vois, mais j'avais jamais vraiment capté ce que c'était. Et en fait, à mon entrée au collège, je rencontre ce mec, il me fait découvrir ce que c'est vraiment, et à partir de là, en fait, j'ai pété les plombs. Je me suis dit, je vais faire que ça. Ça fait 15 ans à peu près. Bah 20 ans du coup. T'as l'impression que l'avenir il est plutôt cool pour le BMX ou que c'est un peu compliqué? Bah, c'est une question particulière, c'est difficile à dire, parce que le BMX, au final, j'ai l'impression qu'il n'y a jamais eu autant de riders, il n'y a jamais eu autant de BMXers, il n'y a jamais eu autant d'événements. Honnêtement, cet été, si tu regardes en Europe, de mai à fin août, début septembre, quasiment tous les week-ends, il y avait plusieurs événements, il y avait 2 à 3 événements. Et je te parle limite de ça en France. Tu vois, si tu fais rentrer la Belgique, l'Angleterre, le truc et tout, t'as 2 événements par week-end, quoi, tu vois. Donc on est bien loin de là où on était, tu vois, dans les années 90 où le BMX était mort, dans les années 2000 où le BMX s'est relevé, et dans les années 2010 où le BMX a commencé à marcher, et aujourd'hui, il commence à courir, quoi. Donc moi, j'ai l'impression qu'en fait, le BMX va vraiment plutôt pas mal, tu vois. C'est pas la vie des gens qui ont des shops, des marques, des trucs comme ça. Donc, je sais pas. Je pense qu'en fait, on est de plus en plus à rouler, mais que bizarrement, ça reste un peu morose, tu vois. J'ai l'impression, tu vois, il y a plus de médias. Moi, je regrette beaucoup le fait qu'il y ait plus de médias BMX français. Voilà, la presse est morte. Mais même les sites. Print is dead. Les sites sont morts. Voilà, RIP sous le magazine, RIP Cream. Voilà, tous ces magazines-là et tout, qui en fait, je me rends compte, façonnaient énormément la culture du BMX en France. Aujourd'hui, tout ça a été balayé. Aujourd'hui, c'est remplacé par Instagram. Ouais, on trouve beaucoup plus de contenu, mais du coup... beaucoup plus de contenu, mais moins de qualité. En bordel, quoi. Ouais. Voilà. Il n'y a pas de direction, il n'y a pas de... Donc ouais, je pense que globalement, ça va quand même beaucoup mieux qu'avant, tu vois. Ne serait-ce que déjà dans la présence de spots. Aujourd'hui, c'est évident, quand tu as un dialogue avec une mairie, ils disent, ouais, on fait un city stade, on vient vous voir parce qu'on va faire un city stade et puis un skatepark, tu vois. Ils se disent pas, genre, un quoi ? Un skatepark ? Mais qu'est-ce que c'est ? Tu vois, genre, aujourd'hui, les gens savent très bien ce que c'est qu'un parc, un bike park. Voilà, tout le monde, tu vois, a une notion de ce que sont les sports extrêmes aujourd'hui. Et ils sont plus là à se dire... c'est des casse-cous, ils vont fumer des joints, prendre de l'héroïne, faire des graffitis. Tu vois, ils ont... Il y en a qui font tout ça, quand même. Ça dépend. Ouais, en tout cas, ça dépend. Pas les noms, mais... mais ça dépend des mairies, mais en tout cas, globalement, non, on commence à être un peu plus médiatisé. Les gens comprennent ce qu'on fait, ce que c'est. Voilà, c'est juste l'industrie qui suit pas, les sponsors qui suivent pas. Mais en dehors de ça... ça va. Ouais, c'est une belle passion sans argent, quoi. Ouais, c'est ça, mais c'est ce que je comprends pas, quoi. Et je me souviens même... C'est quoi, c'est pas l'arborescence trop fournie de sports possibles. Le skate prend beaucoup de place, le VTT prend beaucoup d'argent dans les sports de vélo un peu freestyle. La trottinette aussi vient tailler des croupières, quoique apparemment le marché de la trottinette est en train de passer de mode. C'est les Lime qui remplacent maintenant les trottinettes électriques. Alors, comment dire, moi ça me rend fou, parce que depuis les années 90, tout le monde a pillé la culture du BMX. Que ce soit en FMX, des tricks de BMX, des trucs inventés en BMX. Tom Paget, c'est le premier à dire qu'il s'entraîne qu'il essaie de passer des figures en BMX pour les adapter. Le mountain bike, tu vois, la trottinette. Voilà, tout le monde a pris la culture du BMX, les tricks du BMX, et il y a plus d'argent partout ailleurs. Mais le BMX, y a rien qui se passe, quoi. Tu vois, tout le monde s'en fout, quoi. Et moi, ça me rend fou. Après, c'est clair que je veux dire, j'ai énormément de respect, un respect infini pour les FMXers. Moi, j'ai commencé à capter ma première vidéo de BMX. C'était en fait 3 images dans Krusty Demons, quoi. Tu vois, qui était la vidéo emblématique du FMX. Moi, j'adore le FMX, etc. Il y a pas de souci, mais c'est vrai que la culture vient de là, quoi, tu vois. La culture, elle vient de nous. Je veux dire, un tail whip, un backflip, ça a été passé en BMX en premier, tu vois. Et personne ne rend vraiment justice à ça, tu vois. C'est toujours resté un peu bancal.
Voilà, tu vois, dans le mountain bike, à un moment donné, il y avait que ça. Je veux dire, les mecs faisaient du street en mountain bike, les mecs, tu vois, alors aujourd'hui, le mountain bike, c'est devenu le slopestyle, c'est devenu un sport incroyable. Je veux dire, le niveau est fou, les bosses sont folles, c'est devenu un sport incroyable, mais à la base, c'était juste du dirt, tu vois. Et ça a complètement éradiqué le BMX dirt. Tu vois, c'est devenu les VTTistes qui ont acheté, enfin les marques de VTT ont acheté une image freestyle parce que c'est ce qui vend. Ouais. Tu vois, plutôt que d'investir sur le BMX, ils ont créé des trucs hybrides. Voilà, aujourd'hui ça a tout son sens. Tu vois, aujourd'hui ça a une légitimité, ça a un sens incroyable. Quand je vois les riders mountain bike, je suis refait quoi. J'adore voir ça. Paul Couder, Thomas Lemoine, Timothée Bringer, tu les vois sur des bosses de 12 mètres, c'est évident. Le VTT c'est fait pour ça, tu vois, c'est trop cool. Et en plus de ça, c'est tous des anciens BMXers, tu vois. Ouais. Mais Et encore, il y a des passerelles, quoi. Mais l'industrie s'en fout. Tu vois, genre, tout le monde se fout du BMX, quoi. Et ça me rend fou, ça me rend dingue. Mais il y a des marques, quand même, il y a des... Ouais, mais c'est des marques de BMX, tu vois. Les grandes marques ne donnent... tu vois, quand tu vois Nike qui laisse tomber tout son team, DC qui a laissé tomber tout son team BMX, bon, ça focus sur le skate, c'est normal, le marché n'est pas du tout le même. Mais j'ai envie de me dire, si vous investissez pas dans le marché du BMX va pas se développer, tu vois. À un moment donné, il faut qu'il y ait des gens qui y croient et qui soient passionnés par ce qu'on fait, parce que ce qu'on fait, je trouve que c'est dingue. Que ce soit en street, en flat, en parc, en dirt, en trail, en ball. Tu vois, on a investi tous ces lieux-là, on était là en même temps que les skaters, dans les piscines, on les a roulés à l'époque des E-Boys, tu vois. Il y avait quand même des BMXers qui étaient dans les piscines en même temps, tu vois. Donc voilà, j'ai l'impression que, tu vois, on n'existe pas dans ces trucs-là, dans cette culture-là, dans cette culture urbaine, et ça me rend fou. J'ai l'impression qu'on n'a jamais rendu justice au BMX, tu vois. Et j'essaye de comprendre pourquoi. J'y arrive pas. Je pense que là encore, je te dis, c'est un problème de médias et de culture. On a honte de notre culture de BMXer. Mais qu'est-ce qui fait que les skateurs revendiquent leur culture et que BMX, ce côté un peu honteux... Et que le BMX suce la culture du skate, on peut le dire. Pardon maman, j'ai dit un gros mot. Pas vraiment. Ça dépend du contexte. Mais en tout cas, voilà, ouais, je veux dire, voilà, moi je pense qu'on n'a pas à avoir rendu truc. Je comprends pas pourquoi justement le skate a toujours l'air plus cool, parce que c'est un objet simple, facile d'accès. Tu peux monter sur une planche et te laisser glisser le long d'une route, tu vois, tu peux faire du longboard, tu peux faire du truc, c'est hyper facile d'accès, donc les gens en ont acheté beaucoup, donc il y a eu une industrie, il y a un truc autour de ça, c'est un objet fashion, tu vois, alors que le BMX, il est là. Et énorme respect au skate, je veux dire, tu vois, je respecte énormément le skate, j'ai rien contre le skate, c'est juste que moi je suis profondément amoureux du BMX et que j'aimerais qu'on ait autant de reconnaissance que le skate dans la culture urbaine. Puisqu'on a été là en même temps, on a toujours été aussi actifs, et malgré tout ça, on est un sport au final, si tu le ramènes, un skateboard des années 80 et un skateboard d'aujourd'hui, c'est quasiment le même truc. Un BMX des années 80, globalement. Mais un BMX des années 80 et un BMX de 2019-2020, c'est un autre monde. On a juste divisé le poids par deux. Ouais. On a plus ce côté... tu vois, hier, on regardait le clip de Enhancer avec du BMX dedans, et tu dis, mais... tu vois, les vélos étaient tout petits, tu pédales avec, tu savais pas quoi faire, etc. C'était pas un truc facile d'accès, en fait. Le skate est un truc facile d'accès, même si c'est excessivement dur dès que tu te rentres dedans. Je veux dire, n'importe quel gamin ou gamine de 14 ans achète un skate, en fait devant chez lui, va au collège en skate... tu n'avais pas de problème. Un BMX, c'était beaucoup plus compliqué. Quoi. Prendre un BMX et aller au collège en BMX. Hein, c'est pas... Ouais, mais au final, tu te casses le dos, tu vois. Est-ce que le problème, c'est pas que le skate, finalement, alors, vient du surf, mais c'est pas sur la même surface, et puis physiquement, c'est très différent. Donc, c'est dès le départ un objet et un sport à part, tout neuf. Alors que le BMX, ça vient du vélo. Donc, ça reste un petit côté un peu bâtard, un peu... tu sais comment on parle, tu parlais des E-Boys tout à l'heure, toute cette culture californienne, la date de naissance du skate, on la connaît grosso modo, on sait quand c'est arrivé, on sait pourquoi, patati patata. Le BMX, c'est forcément plus de gens qui ont expérimenté à droite à gauche avec des vélos qui n'étaient pas forcément faits pour ça,
et t'as pas la même légende qui s'est écrite de... Mais justement, la légende, elle s'est écrite, elle vient... Mais simplement, les gens regardent pas du bon côté, quoi. On connaît toute la création, on connaît la légende, on connaît les pionniers, on connaît notre histoire, tu vois. Enfin, l'histoire existe et on la connaît pas. C'est plutôt ça le truc. C'est que nous, notre truc, ça vient du motocross, tu vois. On est là, c'était des vélos qui ont été construits par les papas qui font du motocross pour que les gamins sur les pistes de cross puissent s'amuser aussi, tu vois. Nous, on est issus du cross, tu vois, du motocross. Et c'est pour ça que le vélo s'appelle un bicross, un BMX, bicycle motocross, tu vois. BMX, le MX de motocross. Mais ça, on l'assume absolument pas, tu vois. Et après, ce truc-là a été ringardisé, ça c'est devenu une culture street, tu vois, underground, marginale. Et c'est là où ça prête un peu confusion, parce que on s'est rapproché justement des skaters, ce qui est très bien. On a englobé la culture du skate, la culture de la rue, comme le skate l'a fait. Je veux dire, le skate au début, c'était, comme tu dis, le surf, c'était les poules, etc. Il n'y avait pas de street, tu vois, tu carvais des courbes. Ouais. Donc voilà, on s'est émancipé de ça, on a créé notre propre culture. Tout ça, c'est écrit, tout ça, c'est parfaitement expliqué, c'est parfaitement connu. Et pourtant, les gens le connaissent pas, quoi. Alors, est-ce que c'est important de connaître ta culture et ton histoire quand t'es pratiquant? Je sais pas. Moi, je suis passionné, je suis persuadé que c'est important de le savoir. Mais au final, tu vois, aujourd'hui, tu demandes à n'importe quel minot qui se met au BMX, ça peut être un minot hyper fort, ça peut être un mec hyper fort, il aura aucune idée de qui est Dave Mirra, Jay Mayron, Rick Moliterno, tu vois, voilà, toutes ces légendes du sport. J'espère que Dave Mirra, quand même, quoi. Ben non, mais tristement, non, tu vois, aujourd'hui, les gens ne savent pas qui c'est, quoi, tu vois. Dave Mirra, tu vas sur un parc, voilà, mais bon, ça te fait juste sentir vieux au final, tu vois. C'est genre... mais en tout cas, moi, je me suis intéressé à cette culture-là, tu vois, parce que je suis un amoureux du BMX, et que je trouve que c'est passionnant, tu vois, et je trouve que c'est tellement beau que ça mérite, qu'on mérite d'être sur le devant de la scène autant que n'importe quel autre sport, quoi. Que ce soit le snowboard, que ce soit le skate, que ce soit le FMX, que ce soit le surf. Je trouve qu'on mérite tout autant que les autres, et malgré tout, ça se passe pas. Pour revenir aux sponsors. Moi, les autres sont pas vraiment mis sur le devant de la scène plus. Ouais, peut-être que je suis juste. 7 ans de football. Enfin bref, c'est bon. C'est mon cas personnel. Non, mais oui, bien sûr. Ce que je veux dire, c'est que les budgets sont pas les mêmes. Je veux dire, quand tu imagines que déjà, si tu compares le surf, qui est une industrie phénoménale, le skate, qui est une industrie phénoménale, c'est encore peanuts à côté du football, du hockey sur glace, même, si tu veux, tu vois. Je veux dire. Évidemment qu'on est encore mais c'est vrai que de tous ces sports-là, en fait, le BMX, c'est le parent pauvre. Exactement. Et là, t'es gentil quand tu dis le parent pauvre. J'avais une autre expression. Oui, c'est vrai. Le parent pauvre, c'est bien. C'est bien, ouais, c'est mieux. On peut parler un petit peu aussi de ta passion pour les crayons de couleur, le dessin. Si tu veux. Et puis, sans transition. Aussi, mais quitte à t'avoir sous la main, tu es street artiste, graffeur, sous le nom de Autumn. C'est ça. Bon, il y aura des liens dans la description pour ceux qui veulent aller voir tes dessins. Donc autant te dire, je te mets pression maximale. C'est ça. Est-ce que le street art, le BMX, c'est la même culture? Il y a des passerelles ou pas? Oui, ça vient un peu de la même racine en fait. Toujours la même culture années 90, début 2000 pour moi. Puisque j'ai commencé, je pense, le BMX sérieusement autour des années 2000. Il y a le rider italien Simone Barocco qui est aussi là-dedans. Ouais, bien sûr, qui graffe un peu, ouais. Le truc, c'est, déjà, moi, j'en ai vu tout le temps sur les murs, toute ma jeunesse. Je suis fils unique, donc je partageais mon temps entre faire du vélo la journée et dessiner le soir. J'ai toujours dessiné. Et puis, en fait, au fur et à mesure, j'ai commencé à aller dans les skateparks, déjà. Dans les skateparks, tu retrouvais des graphes. Donc, tu vois, moi, je faisais du dessin. Je suis passionné de BD. Donc je retrouvais en fait ces codes-là sur les murs. Pour moi, c'était un truc évident. Ouais, c'est du graphe, tu vois, c'est du graffiti et tout, ça me plaît. Puis au fur et à mesure, j'en ai fait sur papier. Puis tu vas dans les skateparks, tu rencontres des graffeurs, tu te balades, tu vois dans la rue, tu rencontres des taggers, tu vois. Donc parce qu'après, tu vois, il y a un moment donné où j'avais pas de skatepark dans ma ville, donc je faisais que du street. Donc tu rencontres des breakers, tu rencontres des taggers. Toute cette émulsion, ça fait que tu rentres dans la culture urbaine, le hip-hop en fait, tout simplement. Tu vois que ça englobe la danse, le graphe, le rap, la musique, tu vois.
Donc tu vois, je suis attiré par ça aussi. Avec ma passion du dessin, moi je me dirige directement vers le graphe, plus que vers la danse ou vers le rap. Et donc voilà, je commence à faire un peu des deux. Et voilà, depuis, ça fait... j'en ai toujours fait, mais en gros, à 18 ans, je rencontre un graffeur dans mon école. Je faisais une école de graphisme à Toulon. Ouais. Je rencontre un graffeur, il me dit « Ouais, moi je fais du graphe et tout. » Je dis vas-y, j'ai attendu toute ma vie pour essayer, tu vois, t'as des bombes, où est-ce qu'on achète des bombes, vas-y on y va, on est dans un terrain vague, j'ai commencé à dessiner, à graffer, et puis voilà, depuis je me suis jamais arrêté en fait. Et donc au début c'était une passion, au même titre que le BMX, et puis en grandissant, moi j'ai jamais lâché l'affaire, que ce soit sur le BMX ou sur le graphe, et voilà, et puis aujourd'hui ça fait 10 ans que j'essaie d'en vivre. Il y a eu des moments un peu compliqués, tu vois, genre on va dire que ça fait 7 ans que j'ai complètement lâché tout ce que j'avais autour, c'est-à-dire que j'ai arrêté d'essayer d'avoir un travail normal, parce que moi le travail, je suis pas fait pour ça. Ouais. Disons que t'as besoin de beaucoup de sommeil. Et c'est compliqué, travailler c'est compliqué. Du coup j'ai juste préféré bosser sur mes passions. Au début ça a été difficile, j'ai eu des 2-3 ans de galère, tu vois. Bon, j'ai pas à me plaindre, j'ai pas dormi sous les ponts, tout va bien. Mais voilà, mais j'ai pas lâché le truc. Et puis au fur et à mesure, j'ai commencé à m'améliorer, j'ai commencé à avoir des plans. J'ai rencontré des gens qui m'ont vraiment aidé, qui m'ont montré le chemin. Et puis aujourd'hui, je suis heureux de pouvoir dire que je vis de mon art. Mon art a évolué, tu vois, je suis passé de graffeur, je faisais des décos dans les chambres d'enfants, des devantures de salon de coiffure, etc. Puis aujourd'hui, je suis devenu plus un artiste. Au sens on te passe des commandes. Voilà, on passe des commandes assez importantes. Enfin, ouais, il y a des en fait voilà, il y a des ce qu'on appelle des murals quoi, des fresques. Mm-hmm. Donc tu vois, je fais des grosses fresques sur les immeubles, etc. Et puis à côté de ça, j'ai une démarche en atelier. Moi, j'ai mon atelier d'artiste dans lequel je dessine, je peins, je fais des toiles, je fais des œuvres et je les vends, je fais des expos, etc. Donc voilà, ça c'est la partie que les gens connaissent dans le milieu du BMX, connaissent un peu moins de moi. Et voilà quoi. C'est pour ça qu'il était important d'en parler, parce que je sais que c'est pas un truc que tu mets beaucoup en avant, moi je trouve que tu as du talent et tout, donc je suis loin de pouvoir me payer une de tes toiles, mais en tout cas si je peux faire un peu pas encore. Quand tu seras un célèbre podcasteur. Touche du bois, oui, bien sûr. On va changer encore de sujet pour aller à un sujet qui nous tient à cœur tous les deux. C'est un projet dont on parle, toi et moi, depuis un petit bout de temps. Alors, pour ceux qui n'ont pas forcément vu les émissions que j'ai pu faire en télé et dans lesquelles Thomas apparaît, je vais vous mettre un lien. Il y en a notamment une qu'on a fait à Barcelone qui est assez intéressante, mais donc ça fait 2-3 ans qu'on se côtoie, qu'on échange et qu'on a une idée que peut-être ce serait intéressant de faire un projet assez désintéressé. D'essayer d'aider le BMX dans des lieux où il n'y a vraiment pas de moyens. Alors déjà en France, il n'y a pas ouf de moyens pour le BMX, mais dans certains lieux, il n'y a que dalle. Et on en a parlé, et puis voilà, de faire un côté télé à ce projet-là. Et puis toi, tu as commencé par prendre les choses en main de ton côté, en faisant une première levée de fonds pour un projet en lien avec le Cameroun. Alors, est-ce que tu peux me parler de ça, me briefer un peu la genèse du truc, comment ça s'est passé, et le résultat de cette première opération? Ouais, carrément. Écoute, c'est... alors, déjà, de ton côté, c'est vrai que t'es dans le milieu depuis longtemps. Enfin, depuis longtemps, ça fait 3-4 ans qu'on te voit sur tous les événements, etc. Donc, je sais ce que tu vaux, je sais ton produit, etc. Donc, je suis venu vers toi en parler. Donc, la genèse du truc, déjà, c'est que le BMX, en fait, c'est partout. C'est en train de se développer partout dans le monde. Et donc moi, j'avais déjà été vraiment interpellé par un projet qui s'appelait Roula Dakar, qui était un projet... alors je me souviens plus des mecs, je sais qu'il y avait Alex Pranvieille dedans, notre ami Tortero également, Pierre Tortero qui était là-bas, et c'était mené par un autre gars dont malheureusement j'ai oublié le prénom, mais je suis désolé.
Mais on le salue. Mais on le salue carrément. Et en fait, ils avaient fait ce projet de roule à Dakar. Donc, ils étaient partis tous les trois au Sénégal, à Dakar. Ils avaient comme but de faire des démos dans les lycées, de faire une petite pump track, etc. Donc, j'avais trouvé ça vraiment, vraiment cool, tu vois. Et puis, je me disais, putain, tu vois, le BMX, c'est trop bien. De toute façon, je suis persuadé que le BMX sauvera la planète. Donc, je trouve que c'est génial d'exporter le BMX. Puis, en fait, le BMX s'exporte un peu tout seul. Il a clairement besoin de personne. Et notamment, grâce à Instagram, un jour, tu vois, je vois qu'il y a une page qui s'appelle Ride BMX Africa. Donc je me suis dit, putain, ça tue et tout, tu vois, je vais voir. Donc il y a des mecs d'Afrique du Sud, etc. Puis il y a des mecs du Nigeria qui roulent et tout. Il y en a qui roulent à l'ancienne avec style, vraiment le BMX old school et tout. Et puis ils postent des clips d'un mec au Cameroun qui s'appelle Kimberly BMX sur Instagram. Et je vois que le mec défonce, en fait. Le mec a un style de ouf, et puis il s'entraîne sur un parking, tu vois, il a absolument pas de skatepark, il a rien du tout, et je vois qu'il y a une vraie communauté là-bas autour de lui, de BMXers, ils sont une petite communauté et tout, puis je vois rouler, puis je le suis pendant un temps sur Insta, et j'hallucine, quoi, le mec n'a rien, il a rien pour rouler, quoi, tu vois, il a du plat, il a un parking, il s'est construit 2-3 petits modules, etc., mais et il a rien, et pourtant il a du talent, tu vois, ça se voit, ça se transmet à travers les vidéos, tu vois que le gars il a une détente, il a du style, tu vois, tu sens que le mec est connecté au monde du BMX via Instagram, via Facebook, via YouTube, et qu'il vit sa passion, comme moi je la vivais il y a 20 ans, ou il y a un peu moins, il y a 15 ans, où il y avait à Nice, aussi il faut que ça puisse paraître, il n'y avait pas un seul spot, et je faisais du street, et je m'entraînais dans la rue, tu vois, je faisais rien, tu vois, je galérais parce que les vélos faisaient 20 kilos, et tu vois, quand t'as 15 ans, que t'as pas encore des gros muscles. Comme tu es maintenant. Ouais, comme j'ai maintenant, bien sûr. Et tu galères. Donc je vois ce mec là-bas, au Cameroun, qui galère un peu, mais qui roule et qui a trop de talent. Donc je commence à le tchatcher, on échange pas mal sur les réseaux sociaux. Je dis, ouais, tu devrais essayer de faire telle figure, tu vois, c'est facile, machin. Et il me dit, ouais, merci, trop bien et tout, ça tue. Mais tu sais, ici, c'est galère, tu vois, on n'a pas de... Tu vois, il revenait, il me disait, aujourd'hui, j'ai déchiré mon pneu arrière, du coup, faut que j'attende de trouver un nouveau pneu. Et puis le mec, tu vois que 3 semaines après, il a pas de nouveau pneu, quoi, tu vois. Il me dit, ouais, j'ai essayé de les recoudre, tu vois, donc il roule avec des pneus recousus qui tiennent une demi-heure, une session. Puis le mec dit, mais c'est pas grave, je suis comme ça, t'inquiète, c'est pas grave et tout, tu vois. Puis je me dis, bon, putain, c'est cool. Il me dit, mais si t'as des pièces, t'as pas des pneus à m'envoyer, tu pourrais pas m'envoyer des pneus? Parce qu'ici, c'est introuvable. Parce qu'en gros, en Afrique, c'est pas tant le problème de l'argent. Bon, évidemment, c'est un peu plus compliqué. C'est un budget, tu vois. Tu peux pas mettre 25 € dans un pneu. Mais ils arrivent à avoir quand même des arrivages de pièces d'occasion, etc. C'est la débrouille. Mais par exemple, pour des moteurs de voiture, il n'y a pas de souci. Tu vois, il y a des pièces qui arrivent, des trucs. Mais le BMX, c'est déjà tellement une niche. En Europe, aux États-Unis, c'est quand même. Tu trouves pas des pneus KHE ou Cult au Décathlon du coin, tu vois, t'es obligé de passer commande. Donc imagine au fond du Cameroun. Donc il me dit, ouais, si tu peux m'envoyer, etc., est-ce que tu peux trouver des pneus? Puis je me dis, ouais, carrément et tout, je vais essayer. Donc il a plusieurs contacts en France, notamment vers Paris, etc. Il y a Bruno Faucon. Donc il avait déjà contacté plusieurs riders qui voulaient lui envoyer les pneus, mais ça coûtait un peu cher, donc il me les a tous fait envoyer à moi. Donc j'ai récupéré les pneus, puis je me suis dit, bon, ça serait quand même bien de faire un peu plus que de lui envoyer 4 paires de pneus, quoi, tu vois, ça serait cool de lui envoyer plein de pièces. Donc là, je me dis, ok, ce qu'on va faire, c'est qu'on va essayer de retrouver un maximum de pièces, et je vais quitte à lui envoyer un truc, autant lui envoyer un vrai carton de pièces, tu vois. Donc je commence à lancer un appel un peu à tous mes potes, vous avez pas des vieilles pièces, vous avez pas des vieux trucs dont vous servez pas, des paires de poignets, des selles, des cadres et tout. Et je me retrouve, mais avec une masse de pièces, mais immense, tu vois, vraiment... tous mes potes qui me filent, je me retrouve avec les frères Bringer me trouvent un cadre, etc. J'ai fait une vidéo qui récapitule tout ça. Donc je lui dis rien, tu vois. Je lui dis rien à lui, et en fait j'accumule les pièces, etc. Je me retrouve avec 30 kilos de pièces. Et joyeusement, je pars à DHL en me disant, je vais aller voir ça là-bas, et puis si ça coûte 400 balles pour lui envoyer, je m'en fous, je mets les 400 balles, tu vois. J'arrive là-bas, ils me disent alors, vous voulez envoyer le carton? D'accord, vous l'envoyez où? Au Cameroun. Au Cameroun, c'est zone 2, ça. Alors, ils regardent et tout. Alors, au Cameroun, 30 kilos, ok, tac, mettez-le sur la balance, ok, super. Alors, ça fait 1700 balles. Et là, tu vois, genre, j'ai beau aimer le BMX, tout ce que je peux, j'étais en mode, 1700 balles, ça fait épais quand même, tu vois.
Chaud. Donc je commence à chercher un petit peu tous les moyens d'envoyer, mais bah là tu te rends compte que même le service postal c'est une industrie, c'est une arnaque, et qu'en fait il y a que DHL qui s'occupe de ce coin de l'Afrique, donc ils font les prix qu'ils veulent, donc c'est impossible de faire descendre trop le prix, etc. Donc là je monte une cagnotte. En disant bon bah filez-moi un coup de main, ça serait cool et tout. Et là pareil quoi, tout le monde accroche sur le projet, et tout le monde commence à participer, tu vois. Et chacun y va de ce qu'il peut donner, tu vois, 5 euros, 10 euros, 15 euros, 20 euros. Et bon, il y a même Vincent Massardier qui pète un plomb et qui file 300 euros pour clôturer la cagnotte. Et en fait, on arrive à obtenir les sous. Alors, bien évidemment, entre-temps, c'était un peu galère parce que bah, lui, ça faisait genre 2 mois qu'il attendait une paire de pneus, tu vois, donc il se demandait ce que je foutais, forcément. Et moi, je voulais lui faire la surprise, tu vois. Donc du coup voilà, on a pu faire tout ça. J'envoie un énorme carton. Lui il va chercher. Bon, bah, dans la vidéo, il montre et tout. Et voilà, puis il était refait quoi. Et puis on a pu. Ça a été le premier jalon où ben tu vois, en plus tout le monde a filé un coup de main. Il y a Mathias Dandois qui a partagé sur sa story. Il y a Vodka qui a partagé sur sa story. Il y a plein de monde qui ont partagé, qui ont participé, etc. Donc je me suis dit putain, il y a un truc vraiment trop bien à faire quoi, tu vois. Je vois tout le monde, l'engouement qu'il y a eu autour de ce projet, ça m'a montré qu'il y avait vraiment un intérêt et qu'on était, finalement, ça existait encore, il y avait peut-être bel et bien encore une famille du BMX. Mais elle est un peu éclatée sur toute la planète, quoi. Ouais, non, mais de toute façon, puis comme toutes les familles, t'as plein de gros cons dedans, hein. T'as toujours un oncle raciste, hein. Bah, le BMX, c'est pareil. Mais il y a encore des belles personnes et tout, et puis voilà, puis quand les gens sont investis dans ce projet, bah, ça nous a permis d'envoyer ces pièces-là. Donc on envoie ces pièces, c'est super cool, là-bas tout le monde est refait, tout le monde a de nouvelles pièces, de nouvelles poignées, d'ailleurs big up BMX Gangster qui nous a envoyé genre des dizaines de paires de poignées. Dédicace à Fred. Et voilà, et du coup, ça c'est bien, c'est la première partie, on a envoyé des pièces, on est content, on a filé un coup de main, on se sent plus léger, c'est super cool. Mais le mec roule toujours sur un parking, quoi, tu vois. Ouais. Et surtout, le gars est tout seul. Il a 4 collègues qui font du BMX, ils font des manuals sur un parking, mais tu vois, il manque une étincelle, tu vois. Et même s'ils sont déjà à fond, ils ont la volonté, bah tu vois, il n'y a jamais personne qui allait les voir, ils sont jamais sortis du pays. Donc je me dis, on peut faire encore mieux, parce qu'ils sont là-bas, ils ont la volonté, ils ont l'envie. Tout ce qui manque, c'est juste un petit coup de pouce, tu vois. Donc mon idée, c'est de monter une équipe, d'aller là-bas et essayer de construire et de leur montrer comment on peut construire des rampes, quels sont les rayons de courbe, parce que si tu le sais pas, ben c'est difficile à comprendre de soi-même, tu vois, il y a un petit truc technique, donc tu vois, un savoir-faire en fait. Voilà, donc mon idée, ça serait qu'on monte une équipe avec des riders forts qui peuvent aller là-bas et puis qui peuvent donner de l'inspiration et montrer qu'il y a plein de choses possible et que c'est pas impossible de faire un Bunny Tail Whip par exemple. Enfin voilà, essayer un peu de grossir et d'inspirer cette communauté et d'y aller, de construire un spot, construire des vraies rampes sur lesquelles ils peuvent vraiment progresser. Soit un spot, soit des modules voilà, tu vois. Mobiles. Exactement. L'idée, ça serait vraiment... C'est à la fois de construire et d'apprendre à construire. Exactement. C'est ça qui est important. Mais juste surtout de donner une étincelle, tu vois, de filer le petit coup de pouce qui permettra à ces mecs-là après de faire un vrai club de BMX. Pourquoi pas d'avoir un petit shop de BMX et en fait démarrer une communauté, démarrer un truc, parce que la communauté de base, elle existe déjà, tu vois. Il manque juste un petit coup de pouce, tu vois, pour leur filer un vrai coup de main. Et pour ça, il suffit juste d'avoir un spot. Si t'as un spot et des pièces, après le talent, il est là-bas, tu vois, de base. Donc je me dis, voilà, faut qu'on essaye d'arriver à aller là-bas, qu'on trouve un petit terrain ou qu'on trouve un moyen de faire des modules, un peu de budget. On leur fait des modules, on fait des modules avec eux. Et eux, en échange, ils nous font partager toute la culture africaine que moi je connais pas, en tout cas pas assez bien, et que j'ai envie de découvrir, quoi, tu vois. Enfin, c'est la base d'un échange. Voilà, quoi, j'ai envie de voyager, j'ai envie de découvrir d'autres aspects du monde. C'est un truc qu'on voit assez souvent dans le skateboard, ce genre de pratique, mais beaucoup moins dans le BMX. Exactement. Parce que aussi c'est plus simple de se balader avec une board qu'avec une matos de BMX. Ouais, bien sûr, tu vas envoyer des boards, c'est plus facile, quoi, tu vois. Il y a une association qui s'appelle Roule Petit Ougandais à Toulouse. Et c'est un mec justement qui fait customiser des œuvres, qui fait customiser des skateboards par des artistes, souvent des street artistes d'ailleurs. Et avec la vente aux enchères de ces boards, ça permet de financer
l'envoi de matériel en Ouganda, puisque le mec est d'origine ougandaise. Et du coup, ils ont même fait un petit skatepark là-bas et tout, tu vois. Donc, tu vois, là, je trouve ça juste extraordinaire de diffuser cette culture, tu vois, du skate et du BMX partout. Et surtout qu'en Afrique, t'as juste du talent, quoi, tu vois, t'as du talent et du potentiel. Le BMX est au JO et qu'il va y avoir une exposition, et il y a des pays où tu peux même pas pratiquer, quoi. Exactement. Alors, ça va un peu à l'encontre de l'idéal de l'olympisme, où justement, c'est toute la terre entière qui peut participer. Mais justement, tu vois, moi j'ai envie d'utiliser ça, tu vois, quand on va aller chercher les sponsors, les gens et tout, de leur dire ça peut, je veux dire, aujourd'hui, vous pouvez avoir des Camerounais aux Jeux Olympiques, peut-être, tu vois, en BMX. En tout cas, tu vois, il y aura de l'exposition. Les gens vont comprendre ce que c'est, vont comprendre ce qu'on fait. Et l'idée, c'est de développer ça, tu vois, là-bas, quoi. Ouais. Je trouve que ce serait un truc génial. Ah, mais c'est sûr. Donc voilà, puis il n'y a pas qu'en Afrique, hein, je dirais. En Asie, j'ai vu des... En fait, toi et moi, ce qu'on prévoit là-dessus, c'est d'emballer tout ça dans un format télé, si possible. C'est là où tu rentres en jeu. Et de le vendre à une télé, enfin, trouver des débouchés, alors, en s'adaptant à ce qui sera possible. Et que ça amorce une pompe et peut-être une commande d'autres épisodes, d'autres variations de ce voyage-là, pour ensuite aller en Asie et porter la bonne parole du petit vélo. Le BMX se développe de partout, tu vois, que ce soit en Inde, au Laos, au Vietnam. Il y a des endroits reculés où il y a quand même des gens qui se motivent, tu vois. Donc moi j'ai juste envie d'y aller, d'aller à leur rencontre, en fait, tout simplement. Et voilà, commencer par le Cameroun, parce que j'ai un lien particulier avec le Cameroun. Oui, puis t'as déjà un pied là-bas, quoi, quelque part. C'est ça. Okay. Ouais, donc les prochaines étapes, si, mais tu l'as fait avec beaucoup de cœur et beaucoup de simplicité, donc c'est toujours très bien. C'est touchant. Complètement. Prochaine étape de ce projet-là, ça va être de mettre un peu les choses en forme, de lancer un appel aux pièces, à tout en fait. Ouais. De trouver des sponsors, si on pouvait trouver des sponsors de perceuses, pour qu'on ait un peu d'outillage pour aller là-bas et laisser l'outillage sur place pour la construction des modules. Ce serait de trouver une petite cagnotte peut-être pour avoir un peu d'argent si on a besoin d'enrober tout ça. L'idée c'est qu'on y va quoi qu'il arrive. Je trouve une diff, une chaîne qui veut programmer le truc ou pas, on y va, on le fait. Dans le pire des cas, on fait un truc qui défonce sur YouTube. Et dans le meilleur des cas, on a des moyens pour faire un truc qui sera vu peut-être par plus de monde, hein, parce que j'ai pas trop d'abonnés. Et pas encore. Qui permettra d'amorcer cette pompe, parce que ce qui est beau aussi, c'est ensuite d'avoir une espèce d'équipe qui pourrait tourner et que chaque voyage en fait servent d'apprentissage aussi pour que le voyage suivant soit encore mieux préparé et que le résultat soit encore plus enrichissant à la fois pour ceux qui voyagent et pour ceux qui sont sur place. C'est ça, c'est un véritable échange, comme je te dis, je sais pas si je devrais le dire là, mais tu vois, je veux pas, c'est pas du tout une idée de néocolonialisme, tu vois, dans lequel t'arrives les bras chargés de cadeaux, et puis par derrière, toi tu filmes, et puis c'est presque voyeur, tu vois. L'idée, c'est d'avoir un vrai échange. Ouais, non, parce qu'en l'occurrence, moi, je filme tout le temps, donc... Ouais. Déjà. Et non, c'est parce que c'est la communauté. C'est-à-dire que même si je viens filmer, je serai le premier à porter les planches et à visser... Bien sûr. Voilà, à faire les rampes, donc... Mais ce que je veux dire, c'est que, voilà, tu vois, si on... Mais c'est une belle aventure, donc c'est pour ça que c'est intéressant de la partager, et c'est pour ça que même si on n'a pas de télé derrière, on va le faire quand même, parce que... Exactement. Simplement, c'est cool, en fait. Ouais, c'est ça. C'est juste cool. Puis moi, j'ai envie de poser mes roues partout dans le monde. J'ai envie de découvrir. Il n'y a pas meilleur moyen de découvrir une ville, un nouveau lieu, qu'en vélo. Et avec un BMX, en plus de ça, tu crées un lien directement avec les gens parce que tu vas aller faire le con avec ton vélo. Tu vas à un moment donné monter sur un muret, faire un 180, faire un truc que les gens n'ont pas forcément l'habitude de voir. Donc tu vois, direct, dès que tu fais un trick, tu crées un attroupement et tu crées un lien. Ouais. Donc du coup, voilà, moi j'ai envie d'aller rouler partout dans le monde. C'est ce que je fais déjà, tu vois, je découvre les villes à vélo, etc. Je trouve ça cool. Mais en plus de ça, si je peux aller à la rencontre de gens et moi-même grandir, tu vois, augmenter ma vision des choses,
bah c'est moi qui C'est tout bénef. c'est moi qui C'est prends, du tu vois. vrai bon C'est bénéf, c'est quoi. eux C'est pas c'est eux qui nature. m'apportent, quoi, tu vois. Ouais. Donc voilà. Donc là, c'est clair que le but, c'est ça. C'est un véritable échange. Aller là-bas, ramener du matos pour soutenir un maximum leur expansion, leur évolution. Créer un petit skatepark, créer des petits modules qui leur permettent de progresser. Mhm. Et après, de toute façon... Faire une jam, l'idée aussi, c'est de Grave. terminer cette construction, ce voyage, par un événement BMX, un événement festif, où tout le monde roule ensemble, où tu as des initiations, où tu as en gros, marqué le coup, quoi. En gros, c'est exactement ça. C'est d'avoir un truc en 3 temps. Déjà, amener des riders là-bas qui sont confirmés, des riders... on va commencer avec des riders français, mais on peut avoir des riders de n'importe quelle nationalité. Mhm. Mais des gens qui ont l'habitude de rouler dans un certain confort. Ouais. D'aller là-bas, de les confronter à un environnement qui est pas du tout confortable pour nous dans notre pratique de rider. C'est que tu vas rouler sur un endroit, il n'y a pas de spot, il n'y a que du plat. Les spots de street, ils vont être hardcore. Donc eux, ils sont confrontés à ça. Les locaux, ils nous montrent ce que c'est leur vie. Ensemble, on construit un truc. Et à la fin, il y a le rendu du projet, entre guillemets. C'est-à-dire qu'une fois qu'on a monté ces modules-là, on fait une petite jam. Et du coup, tu vois, voilà, ça clôturera le projet, quoi. Donc voilà, j'espère que ça va se faire. Je pense que ça peut être vraiment cool. Écoute, on n'a plus qu'à bosser, quoi, pour mettre ça. Mais c'est ça, mais après, c'est un projet qui me tient à cœur, qui te tient à cœur. Moi, je voyais personne d'autre que toi pour le faire. Oui, puis ça fait longtemps qu'on en parle, donc Et un moment où, comme aujourd'hui, plus personne ne veut me faire travailler. Part dans le foot. Hein Et dans le e-sport. Non, même plus. Oh, Non, il n'y a plus que du foot en sport à la télé, de toute façon. De toute façon, il n'y a que du foot. Euh, C'est le seul sport. c'est vrai. Honnête. Le reste, c'est du jeu. Mais c'est un autre débat. Mon petit Thomas, j'allais dire un truc, et puis ça m'est tellement sorti de la tête. J'aurais pas dû te couper. Tu m'as... Je suis désolé. Anyway, ça va? Ça va et toi? Ouais, ça va pas mal. Ah oui, voilà. On est diffusé donc le dimanche 15. La première diffusion, c'est le dimanche 15 septembre. Donc en ce moment même, on va faire un peu la pub. Tu es à Lyon pour la Street Station. C'est ça. Miracle de la télévision et de la Ouais. technologie. Et donc du coup, puisque la première diff c'est dimanche matin, il y aura peut-être des moyens pour les gens qui voient ce podcast et qui sont à Lyon, de vous rejoindre. Tu nous présentes un peu cet événement, la Street Station? Alors, tu vois, on a commencé en parlant des événements UCI, des événements comme le FIS, des trucs hyper carrés. Ouais. Et là, c'est l'autre pendant, c'est l'autre penchant de la culture BMX. Ouais. C'est qu'on va complètement dans la rue. Il y a l'event car Red Bull qui balance de la musique. On se balade dans Lyon. Il y a des spots de street connus qui ont été réaménagés avec des rajouts, avec d'autres modules. Et il y a Bros Bike Store et l'équipe de Sparkies. Mhm. Donc big up aux jumeaux Conry et à toute leur équipe pour mettre ce truc en place. C'est la 10e année. Et voilà. Et ils invitent les meilleurs riders de la planète à venir s'exprimer sur ces modules-là. Il y a un gagnant sur chaque spot visité. Et avec ça, il y a des centaines de BMXers qui viennent pour rouler aussi. Voilà, on se balade dans Lyon en mode gros gang de BMXers. On va un peu partout. Il y a facilement 300 Ouais. riders qui suivent la bagnole dans laquelle tu es, dans laquelle C'est tu ça. mets l'ambiance. Et moi, j'en ai fait un. C'est un événement qui est sympa. Comme ça bouge, ça permet, même si on connaît pas trop le BMX, d'aller sur un des spots, de voir ce qui s'y passe, et puis peut-être de partir ailleurs, mais au moins d'avoir un petit coup d'œil sur la discipline. Et ouais, c'est vrai qu'il y a une ambiance. Et puis c'est juste de voir ces centaines de vélos c'est incroyable. qui font ensemble des bunny up. Ça tue. Et c'est, tu vois, en plus de ça, c'est un truc où il n'y a pas de barrière, tu vois, c'était hyper proche, tu peux rouler. De toute façon, on peut le dire, tu vois, mais je veux dire, il va y avoir Garrett Reynolds, qui est peut-être... On peut le dire, d'autant que ça a commencé hier voilà, pour toi. Donc. forcément. Mais je veux dire, Garrett Reynolds,
est présent. Ah ouais. Donc je veux dire, rien que ça, d'avoir Gareth Reynolds en France. C'est sacré du BMX Street. Exactement. Et tu vas juste pouvoir aller lui parler parce qu'il sera là, comme toi, tu vois, dans la même session. Ouais. Et je trouve ça juste génial. Et puis ils ont fait ça auparavant avec plein d'autres riders. Et voilà, c'est la 10e année. C'est rare qu'un événement comme ça, tu vois, subsiste pendant 10 ans. Qu'il soit aussi carré, aussi bien organisé. Donc, ouais, que du bonheur, quoi. Je pouvais clairement pas louper ça. En même temps, il y a le Finistère Show en Bretagne. Voilà, donc le Finistère Show. Ta terre promise. À la maison, où je serai peut-être, faut voir. Qui a commencé du coup hier aussi. Et si le temps le permet, et que vous êtes du côté de Briec dans le Finistère, il faut aller au Finistère Show. Là, c'est FMX de BMX aussi, où il y aura du Vincent Massardier, du J2, il y a tous les plus gros riders dirt présents là-bas, que ce soit en mountain bike ou en BMX. Chez les Français, on a du Bringer. On a les Bringer, mec. Les deux frères Bringer, les meilleurs, je le dis. Les Bringer seront là-bas. Enfin, il y a du lourd, il y a du local aussi. Donc, peut-être un showcase de Dourbichon à la boîte de Briec le soir même, qui sait. Dourbichon étant la personnalité personne ne sait qui c'est. La plus clivante du BMX français. Et du mountain bike français plutôt, ouais. Mais ouais, non, voilà. Il y a beaucoup plus de chanteurs dans le mountain bike que dans le BMX. En France, en tout cas. Ouais, il faut croire. Les moines, il faut croire. Dans le mountain bike, il y a une vibe, mais je sais que le cœur de Timothée Bringer reste au BMX, donc je m'inquiète pas. Voilà. Mais en tout cas, voilà, bah, tu vois, il y a plein de. Ouais, en ce début de cette rentrée, ce début septembre, il y a quelques événements en France où il faut y aller parce qu'il faut soutenir des événements de FMX en France. Pas tant que ça, donc il faut aller au Finistère Show, parce que c'est cool, il y a des super bénévoles. Et il faut aller aussi, si on est dans l'autre côté de la France, à la Street Station, parce que c'est la fête, pareil, c'est cool, il y a des bénévoles, il y a. Voilà, tu fais clairement la fête, je veux dire, il y a de la musique, il y a du BMX, il y a des passants, il y a des passantes. Et puis il y a une super soirée à la Boat, où je l'espère, je retrouverai le chef de soirée, Hugo Contreras. Du coup, c'était hier. Ouais, c'était hier. Oh, quelle soirée incroyable, putain, c'était fou. C'est marqué. Ah c'est gentil d'être venu nous voir par le podcast aujourd'hui, en profitant de cette pause dans ta Street Station 2019. Donc on se revoit très vite pour parler de ce projet de BMX. Je pense qu'on fera d'autres vidéos peut-être pour tenir les gens sur la chaîne au courant de l'avancée de tout ça, parce que on en parle beaucoup, mais on n'a pas des masses travaillé sur le sujet. Moi perso, j'ai grave travaillé. Hein. Ouais, c'est une vie moins remplie que moi. Merci TDV d'être venu. Avec plaisir. Le BMX, on espère que ça ne va pas disparaître dans les années à venir. Le BMX sauvera le monde, c'est certain. Peut-être pas, mais s'il peut déjà se sauver lui-même, c'est tout ce qu'on lui souhaite. Cadeau. Bon, voilà, merci d'être là, c'était cool. Salut à tous, bye bye. Avec plaisir. Thomas.